Nous sommes de retour dans cette édition du 6 juin 2024 du live de Téléfinance et désormais, il est, comme vous en avez l'habitude, il est l'heure d'ouvrir notre page, notre rubrique macroéconomique avec notre invité Tom Benoît. Juste avant d'écouter Tom Benoît, je tiens à vous rappeler que c'est un enregistrement, que nous sommes en réalité le 5 juin 2024 et que cette interview de Tom Benoît sera donc diffusée dans notre édition du live de Téléfinance le 6 juin. Voilà, je vous le dis ça parce que nous allons notamment aborder le sujet des élections législatives en Inde et par la force des choses, il se pourrait, et c'est même très probable, que les résultats qui sont encore, je dirais, un peu anticipés, soient de plus en plus définitifs et donc par la force des choses, pourraient changer à la marge. Voilà, il est donc maintenant l'heure de recevoir sur le plateau de Téléfinance Tom Benoît. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir. Je vous en prie Tom Benoît, vous êtes économiste, essayiste, entrepreneur et également directeur de la revue trimestrielle Géostratégie. Avec nous pour discuter de plusieurs sujets. Le premier sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est ce qui a un peu ébranlé la sphère macroéconomico-politique française en fin de semaine dernière, c'est la dégradation de la note de la France par Standard & Poor's. Dégradation qui signifie quoi pour le pouvoir d'achat des ménages des Français, Tom ? C'est-à-dire, on m'a posé plusieurs questions avant que Standard & Poor's et Fitch rendent son verdict, pour ainsi dire, et j'avais déclaré une chose, on m'a dit, est-ce que vous pensez que la note va être dégradée ? J'ai dit non, la note ne sera pas dégradée, ou alors très légèrement, et par une agence et pas par une autre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas pour m'envoyer des lauriers, mais je veux dire que j'avais ciblé la situation telle qu'elle était, et c'était assez facile, parce que Standard & Poor's n'est pas un organisme prédicateur, c'est un inspecteur non pas des travaux finis, mais des dégâts observés. Ça veut dire que lorsque vous apercevez que la situation va mal et qu'il va y avoir une problématique économique, Standard & Poor's ou Fitch, les agences de notation qui ont toutes le même mode opératoire, réagissent. Aujourd'hui, effectivement, on passe pour, que ce soit très clair pour on va dire les néophytes, entre guillemets, d'une note qui était à A+, à A-, et on a une dégradation donc de la note, mais pas du palier. Ça veut dire que c'est la note qui est dégradée, mais la France ne descend pas d'un palier. Donc il ne va pas y avoir de chamboulement sur les marchés. Voilà, il n'y aura pas une dégradation particulièrement notable sur les marchés. Par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, la dette de la France repose sur les finances des privés, c'est-à-dire de la population. C'est parce qu'il y a de l'épargne privée au sein de la population que la France peut se surendetter encore aujourd'hui. Sinon, elle ne pourrait pas le faire. Donc, lorsque vous avez un ministre de l'économie et des finances comme Bruno Le Maire qui vous dit « j'ai sauvé l'économie française », c'est faux. Premièrement, il n'a pas sauvé l'économie française. L'économie française a été sauvée, si on peut appeler l'économie dans sa globalité, mais en tout cas, certains pans privés orientés de l'économie, et c'est là où c'est assez vicieux, si je puis dire, par des manœuvres purement monétaires, et pas par des manœuvres politiques, par des décisions politiques qui ont été conjointes à des décisions monétaires. Quand vous parlez de décisions monétaires, vous pensez à quoi Ce qu'on a appelé l'assouplissement quantitatif, le quantitative on bascule sur l'assouplissement quantitatif de la Banque centrale. Oui, puisqu'on n'a plus de souveraineté monétaire. Si on avait une souveraineté monétaire, on pourrait le faire, mais on le ferait différemment, et on pourrait avoir la main mise sur notre dette également. Mais la Banque de France, je le dis régulièrement, n'est plus une banque émettrice de monnaie. C'est un organisme qui pourrait être réactivé, pour ainsi dire, mais pour le moment, c'est une bibliothèque nationale des banques centrales, et on a un banquier central qui vote, comme tous les autres banquiers centraux, lors du Conseil des gouverneurs à la Banque centrale européenne. Mais c'est simplement une voix au sein de l'eurozone. Mais on est dépendant de la Banque centrale. On va revenir très rapidement on reviendra après sur ce sujet de la BCE, l'anticipation de la baisse de taux pour demain, etc. Ceci étant, vous parlez de l'épargne des Français. L'épargne, et pareil, c'est un sujet sur lequel on reviendra, l'Union des marchés des capitaux, une épargne qui fait de l'œil à tous les financiers, tous les économistes européens. Ceci étant, pour revenir sur le sujet de la dégradation de la note de la France, du coup, par la force des choses, il faut s'attendre à aucun changement majeur pour le pouvoir d'achat des Français. Ça... Si, mais il a déjà eu lieu. Il y a des réformes de la retraite, par exemple de l'assurance retraite, il y aura des réformes de l'assurance chômage, il y a eu des points considérables d'inflation. D'ailleurs, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré, ou par l'intermédiaire d'un de ses conseillers, le Bercy en tout cas a déclaré, que si le déficit avait été aussi abyssal, ce qui apparemment a motivé, c'est ce que nous a dit Standard & Poor's, la dégradation de la note, c'est parce que l'inflation avait été
été jugulé plus tôt que prévu. Donc c'est assez surprenant malgré tout d'entendre un ministre de l'économie qui jusqu'à présent nous disait qu'il fallait absolument juguler, contrôler l'inflation, communiquer par le biais de son ministère en disant on a été pris de court, on s'attendait à ce qu'il y ait plus d'inflation. Parce qu'effectivement, s'il y avait eu plus d'inflation, il y aurait peut-être eu des finances publiques un petit peu plus saines. Et ça aurait mécaniquement réduit un peu le problème. Ça aurait réduit le déficit. Exactement. Du coup, écoutez, effectivement, on comprend que, après, comme vous le dites très bien, ce sont plutôt des organismes, ces agences de notation, qui sont là pour noter une situation plutôt passée, qui font des recommandations. C'est très obscur, très obscur parce qu'on ne sait pas exactement qui les finance. Elles sont financées par les États, par des... Il y a plusieurs... Par leurs clients, voilà, qui sont les États, mais qui sont les clients notés, donc sont à la fois les clients et les patients, si je puis dire. Et là, il n'y a pas de secret médical, voilà. Il y a une grande salle d'opération où tout le monde est réuni, mais pas la population. Et dans ces salles d'opération, vous avez des organes comme les dépositaires centraux également. Je pense à Euroclear, qui est une société qui a été créée par JP Morgan en 1968. Donc on voit bien là aussi la mainmise des États-Unis, des Américains sur l'économie française et l'économie européenne. Euroclear, c'est le dépositaire central principal de l'eurozone aujourd'hui, en tout cas de l'Europe de l'Ouest. Il y a des succursales dans chaque gros pays, Euroclear France notamment, qui gèrent les émissions de titres obligataires de la France par l'intermédiaire de France Trésor, qui travaille donc avec Bercy. Bercy prend une décision. En l'occurrence, cette année, Bruno Le Maire dit « Nous allons émettre 284 milliards de titres obligataires ». France Trésor s'en charge. Et c'est Euroclear ensuite qui gère les émissions de titres obligataires. Ça veut dire que c'est pour ça que je demande à ce qu'il y ait un audit sur la dette extérieure et sur l'origine des prêteurs, parce qu'aujourd'hui, seul Euroclear est en capacité de nous dire qui sont exactement les prêteurs. Et je ne serais pas surpris que ce soit BlackRock et bien des fonds d'investissement américains. Américains, bien sûr. Une partie de Russes également, parce que les Russes avaient beaucoup d'argent, ça c'est une réalité, donc il doit y avoir beaucoup de Russes, il doit y avoir quelques Chinois qui achètent également beaucoup de trésoreries américains. La France perd de sa souveraineté d'une certaine façon, c'est ça que vous voulez dire ? Économiquement. Premièrement, elle perd de sa souveraineté, mais demain, elle va perdre de sa propriété. Et il y a des fonds d'investissement qui vont venir se payer sur la bête, et ça, c'est littéralement dramatique. C'est à ce moment-là que je dis nous sommes au pied du mur, au bord du précipice, parce que ça n'est pas un mythe. Il y a des pays qui ont été possédés littéralement, que ce soit à Chypre par exemple, ou quand on parle de la situation grecque en disant « nous avons sauvé la Grèce grâce à l'euro », c'est faux, nous avons embourbé la Grèce à cause de l'euro, et par suite, nous sommes arrivés en grand sauveur en disant « on va faire des effets de levier, il va y avoir des grosses manœuvres financières sur un pays qui a proprement parlé à une économie qui est à 100%, à 99% non financière, qui est basée sur le tourisme et tout ce qu'on connaît, et on va vous sortir de la panade, entre guillemets, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, la Grèce en paye encore les pots cassés, bien qu'elle ait une croissance, et on s'appelle justement que son économie... Une des croissances les plus soutenues européennes. De l'Europe. Les pics, justement, Portugal, Grèce, ces pays qui ont des économies. Ce qui est surprenant, et en même temps qui ne l'est pas, puisqu'on va plutôt vers une période de démondialisation et de reterritorialisation de l'économie. Donc on s'aperçoit que même sur les investissements, vous voyez que l'or monte en flèche, alors qu'on est plutôt dans une période restrictive sur le plan monétaire, ce qui est quand même totalement antagonique par rapport à ce qu'on connaît. Donc ça veut dire que le matériel, le réel, le concret redevient une confrontation qui fait foi auprès à la fois des investisseurs et des économies. Donc il n'est pas si étonnant que la Grèce finalement s'en sorte un peu mieux à ce niveau-là, parce qu'elle a une économie de cet ordre-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à l'euro, on a insinué que nous avons sauvé la Grèce. On ne l'a pas sauvé du tout. On l'avait amené vers une situation qui était dramatique, et on est arrivé en se payant sur la bête. Et sur l'épargne des Chypriotes, c'est exactement la même chose qui a été opérée. Et au Sri Lanka par la Chine, c'est la même chose qui est opérée. Au Pakistan, ce qu'on a fait depuis des décennies, c'est un secret pour personne, avec la France-Afrique, ou même l'Occident-Afrique et l'Amérique-Afrique, c'est exactement la même chose. Les prêts du FMI pour des pays africains surendettés, c'était le moyen idéal, je crois qu'on peut le dire quand même, pour aller se payer sur la bête et pour profiter de ressources, c'est-à-dire des fondements de l'économie très concrets que nous traduisions par rapport à des préceptes encadrés par nos codes économiques occidentaux. En tout cas, il semblerait, quoi qu'il arrive, que ce mouvement soit en train de, comme vous le dites, de se tarir, de se réduire, puisque, comme vous le dites très, très, très justement, l'économie a tendance à se démondialiser à l'heure actuelle, à se régionaliser, à se territorialiser. Vous dites que la France perd de sa propriété via ses émissions obligataires.
les Français sont très attachés à cette notion de propriété, et notamment, évidemment, à travers l'immobilier, le secteur immobilier qui... Alors, expliquez-nous, Tom Benoît, le marché de l'immobilier en 2024, il va continuer à s'effondrer, ou au contraire, avec cette perspective de baisse de taux de la BCE qui devrait annoncer demain son pivot, est-ce que le marché de l'immobilier peut espérer sortir de son marasme au cours du deuxième semestre 2024 ? Alors c'est intéressant parce que c'est un peu comme l'or, pour ainsi dire. On compare l'immobilier à la monnaie fiat, l'or à la monnaie fiat. Généralement, politique monétaire restrictive, l'or se porte pas très bien parce que la monnaie fiat prend de la valeur. Politique monétaire expansionniste, l'or se porte un peu mieux parce qu'on se dit j'ai besoin d'une valeur refuge, et c'est l'or. Et on pourrait dire que c'est un petit peu la même chose sur l'immobilier. Il y a une corrélation entre le mouvement de la politique monétaire des banques centrales et le marché de l'immobilier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de crédit accordé, octroyé par les banques de second rang, par les banques commerciales, tous les primo-accédants n'ont plus accès au marché de l'immobilier. Crédit, et donc le marché immobilier se resserre et il est paralysé. Parce que aujourd'hui on assiste à une paralysie du marché de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas tant d'inquiétude sur l'avenir global des monnaies fiat, du système monétaire, le marché baisserait. Parce que la plupart des possédants, qui ne sont pas contraints de vendre, il y a plusieurs catégories, messieurs, c'est un marché très profond, l'immobilier c'est le plus profond, il y a une grande partie des possédants qui se diraient « je vends » et il va y avoir un rééquilibrage, pour ainsi dire, de tous les marchés, que ce soit le marché action, le marché des monnaies traditionnelles et le marché de l'immobilier. Or là, c'est pas le cas. Tout le monde se dit, oui, mais si je vends, c'est un peu comme en Turquie. Lorsque vous avez 140% d'inflation, vous n'avez pas envie de vendre un bien immobilier pour avoir de la livre turque. Vous préférez faire une transaction en dollars, à la rigueur. Mais là, c'est tout le système des monnaies fiat qui est largement fragilisé. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais l'immobilier reste quand même la grande valeur refuge. Si j'ai 400 000 euros mobilisés dans une villa, je préfère les garder dans une villa, même si le marché paralysé, plutôt que de me retrouver avec 400 000 d'euros ou de dollars sur un compte bancaire. Ok. Ce que vous mettez en avant, c'est donc la forme de méfiance à l'égard de l'évolution de l'euro, en fait, en réalité. Alors, ça, c'est encore une autre problématique, beaucoup plus concurrentielle, si je puis dire, par rapport aux monnaies, mais de l'euro, sous plusieurs points par rapport à la faiblesse de l'euro qui pourrait survenir d'un seul coup, parce qu'aujourd'hui, on a un euro cher plus qu'un euro fort, on a un euro qui ne correspond pas du tout aux économies des petits pays touristiques que je convoquais précédemment, qui correspondent plus du tout non plus à la stabilité socio-libérale, entre guillemets, de pays comme la France, parce que ça incite des politiques, un édile politique à surdépenser en dépenses publiques, et après vous avez une Allemagne qui n'est pas intéressée non plus par rapport à l'euro, parce que ça devient un carcan finalement, et une éponge pour les pays qui ont beaucoup de déficits, et qui effraie également des pays comme le Luxembourg ou l'Irlande qui ont beaucoup d'épargne. Donc il va y avoir une chute de l'euro qui est inéluctable. Il va y avoir une corrélation nouvelle que l'on va découvrir entre la valeur de nos économies et de notre parc économique européen, de l'eurozone, et de notre monnaie. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas avoir le même euro quand, en 2002, vous avez des sociétés comme Nokia, par exemple, qui pourraient prendre le beau rôle que Apple a pris, et lorsque aujourd'hui, vous n'avez plus aucune société, que tous les géants délocalisés, que le CAC 40 est fait avec 5 sociétés qui ont principalement des usines à l'extérieur. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas garder une monnaie forte avec ces économies-là. Donc ça, premièrement, ça va s'effondrer d'un seul coup. Mais ce qui se passe également, c'est que si vous avez de l'euro, vous l'avez sur des comptes en banque françaises, italiennes, espagnoles, c'est-à-dire des banques européennes. Et aujourd'hui, vous avez une union des marchés de capitaux qui est en train de se préparer, je l'ai dit régulièrement ces derniers temps, qui n'est pas du tout une union des marchés de capitaux, c'est-à-dire que c'est une union de la ponction de l'épargne pour réorienter vers des investissements qui seront choisis par les deals politiques. Et là, ça n'a rien à voir avec les marchés de capitaux. Et quel est le risque alors ? Le risque, c'est qu'il y ait un produit d'épargne qui soit créé, c'est la volonté de Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France, qui a été mandaté pour rendre un rapport, et qui dit « l'épargne des Européens n'est pas suffisamment titrisée. Il faut relancer le marché de la titrisation. Nous titrisons un volume de 100 milliards annuel environ, et nous devons monter à 300, 400 milliards, comme c'était le cas en 2007-2008. Christian Noyer oublie qu'il y a eu la crise des subprimes, qui a naturellement induit un climat de frilosité sur le marché de la titrisation, mais qui est totalement légitime, parce qu'on s'est aperçu que la titrisation pouvait mettre en péril tout notre système financier, politique, urbain, social et monétaire. Et aujourd'hui,
Christian Noyer dit il faut donc créer un produit d'épargne, c'est-à-dire un livret, tout simplement, à échelle européenne, sur lequel nous allons devoir, d'une façon ou d'une autre, contraindre, c'est moi qui le dis, c'est pas lui dit inciter, mais ça veut dire la même chose, les Européens à souscrire, donc à ce produit d'épargne. Ça veut dire que vous allez déposer votre argent en tant qu'Européen d'une façon ou d'une autre. Si vous êtes entrepreneur, on vous dira vous devez cotiser à tel produit d'épargne, c'est obligatoire pour cotiser votre retraite par capitalisation, ou si vous êtes salarié, vous devrez le faire aussi, si vous êtes retraité. Ça, ils nous le diront au mois de juin. C'est pas encore clairement défini. Mais il va y avoir un produit d'épargne qui va mobiliser l'épargne des Européens, une partie de l'épargne. Ils sont absolument pas clairs sur le sujet du montant de l'épargne également. C'est ça, et les rendements, enfin, c'est rémunéré à combien, etc. Non, mais même surtout sur le montant de l'épargne qui peut être titrisé, qui n'est pas déjà titrisé ailleurs. Bruno Le Maire lance un pavé dans la mare au mois de février en disant il y a 35 000 milliards d'épargne qui dorment sur des comptes bancaires européens. Moi, je mets un tweet à ce moment-là en disant je ne crois pas une seconde qu'il y ait 35 000 milliards d'épargne qui soient totalement libres et qui ne soient pas mobilisés. De toute façon, c'est pas 100% de cette épargne-là qui est visée, c'est quoi, 10%, 5%? Pour le moment, c'est pas du tout. Pour le moment, c'est vraiment très flou. Parce que dans l'intervalle, Christian Noyer nous dit il y a 32 000 milliards. Valérie Hayet, que j'interviewais il y a quelques jours, me dit il y a 13 000 milliards. Je lui dis à quel endroit? Elle me dit en France. Je lui dis non, il y en a 6 000 au maximum, 4, 5 000. Elle me dit en Europe. Et finalement, Charles Michel dit dans Les Échos nous allons mobiliser 10 000 milliards, une semaine avant à peu près. Donc c'est très flou, on ne sait pas exactement où ils sont ces 10 000 milliards. Et j'ai du mal à croire par rapport à la politique monétaire qu'on peut présager de la BCE également, qui va probablement, je le pense, se montrer beaucoup plus stricte vis-à-vis des banques commerciales en termes de réserves prudentielles, qui est de l'épargne qui soit totalement libre et qui puisse être mobilisée de cette façon-là pour faire des paquets financiers, pour que ce soit très clair et pour que l'Union européenne puisse créer de l'argent en mobilisant cette épargne. Mais ce que vous voulez dire, c'est que la BCE va réduire notamment son taux de dépôt, du coup, par la force des choses, ce sera moins intéressant, et donc, du coup, ça... Je sais pas pourquoi elle l'a pas fait d'ailleurs déjà, parce que je pense que ça corrige. Alors là, j'ai peut-être une lacune à ce niveau-là, mais je me demande si la Banque centrale pourrait avoir un taux de la facilité de dépôt qui soit largement abaissé tout en gardant un taux principal de refinancement élevé. Ce qui correspondrait à une motivation qu'on peut comprendre à travers les récents communiqués. De financer l'économie, effectivement, en théorie. Mais de ne pas perdre d'argent en rémunérant les dépôts des banques commerciales. Parce que vous savez que les dépôts des banques commerciales étaient rémunérés par rapport au taux principal de refinancement jusqu'en 2022. Ils l'ont modifié aujourd'hui, les dépôts sont rémunérés par rapport à la facilité de dépôt, mais l'excédent des réserves n'est pas rémunéré. Donc ça veut dire que je ne serais pas étonné finalement que les banques centrales et que la Banque centrale européenne remontent brutalement à partir du mois de septembre-octobre à l'automne, d'ici la fin de l'année, les réserves obligatoires des banques commerciales. Et à partir de là, vous allez avoir une nouvelle paralysie, pour ainsi dire, du système, et ce serait la bonne possibilité pour la Banque centrale européenne, finalement, de ne pas rémunérer ce que les banques commerciales déposent sur leur compte à la Banque centrale européenne, puisqu'elles ont décidé en 2022, enfin la BCE a décidé de ne plus rémunérer les réserves obligatoires. Elle rémunère que l'excédent. Écoutez, on verra tout ça. De toute façon, effectivement, donc demain, la BCE communiquera sur sa décision, son très anticipé pivot, première réduction de ses taux directeurs. On va passer au dernier sujet, Monsieur Benoît, c'est les élections indiennes, puisque Narendra Modi s'est autoproclamé victorieux des élections législatives. A priori, ça devrait être le cas. Ceci étant, il n'obtient pas la majorité absolue de par son seul parti. Il va devoir réaliser les alliances qu'il a annoncées pour pouvoir avoir une majorité absolue. Ceci étant, beaucoup d'observateurs, de commentateurs disent que c'est une sorte de camouflet de la part des électeurs indiens à l'encontre de leur Premier ministre. Globalement, d'un point de vue géostratégique, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer quelque chose, cette élection indienne, notamment du fait que Narendra Modi, qui était très mis en avant, très supporté, très amené par son aura, son charisme, il semble l'avoir perdu. Est-ce que ça peut changer quelque chose géostratégiquement parlant?
Alors, il semble avoir perdu là aussi une géométrie finalement, parce qu'on a l'impression en Occident que Narendra Modi perd son charisme lorsqu'il est moins occidental et qu'il le regarde lorsqu'il est un peu plus. En réalité, l'Inde c'est très particulier parce que c'est le poumon démocratique des BRICS en quelque sorte, c'est ce qu'on considère comme étant la plus grande démocratie des BRICS en termes de population. Même du monde, par la force des choses. Même du monde par la force des choses. Mais du monde en termes de puissance, c'est encore les États-Unis. Mais en termes en volume d'habitants. Voilà, que ce soit en PIB mais en volume d'habitants, évidemment, c'est l'Inde. Mais au sein des BRICS, donc, on considère que l'Inde est une démocratie et que la Chine, par exemple, n'est pas une démocratie. Aujourd'hui, on considère que la Russie est encore moins une démocratie, selon l'Occident, évidemment. Et donc, à partir de là, l'Inde est un pays particulier, puisqu'il est à la fois le pays le plus peuplé, une grosse économie, peut-être le plus gros système obligataire organisé des BRICS, en quelque sorte, et en même temps, c'est un pays qui est un peu occidental. Beaucoup plus que les autres, en tout cas. La Russie l'est aussi, mais la Russie n'est plus reconnue par l'Occident. Quand vous dites... Oui, quand vous dites que c'est le pays le plus occidental des BRICS, ça veut dire quoi, de par ses flux commerciaux avec les Occidentaux ? Je dirais que les flux commerciaux en sont la conséquence finalement de cet aspect occidental, mais par rapport à sa proximité avec les Britanniques, proximité historique, et c'est ce qui fait justement que, regardez, lorsque nous imposons, nous les Occidentaux et les Européens, des sanctions à la Russie, ces sanctions sont contournées par le biais de l'Inde. C'est la Russie qui vend du pétrole, tout le monde le sait aujourd'hui, à l'Inde, et l'Inde qui le revend à l'Union Européenne. Ça se fait pas par la Chine, ça se fait pas par d'autres pays, ça se fait par l'Inde. Parce que l'Inde est in-out, justement, dans les BRICS et dans l'Occident. Donc ça, c'est le premier point à noter. Après, il va y avoir là aussi un aspect monétaire. Sur ce que vous disiez par rapport aux élections législatives, on voit qu'il n'y a pas de vent de panique sur les marchés, en tout cas. Ça il y a eu un petit soubresaut, quand même, il y a eu un peu de volatilité à l'issue des premiers résultats, mais c'est vrai que ça semble s'être un peu calmé. Mais les actions indiennes ont plutôt monté. Lundi... Oui, de toute façon, ça offre une visibilité aux investisseurs, du coup, pas absolument, ça offre une visibilité. Et ce qui n'est pas mauvais pour les Indiens, qui justement, comme je disais, ont une organisation obligataire beaucoup plus développée que d'autres pays des BRICS, et qui peuvent endosser ce rôle justement d'États-Unis des BRICS, entre guillemets, puissance, qui a un petit soft power. C'était l'une des pays les plus gros producteurs d'audiovisuel, de cinéma, les Indiens, avec Bollywood notamment, devant les États-Unis il y a quelques années. Ils ont un marché intérieur qui est gigantesque aussi. Marché intérieur qui est gigantesque, donc c'est vraiment un très très gros pays à ce niveau-là sur le plan économique. Donc ça, c'est plutôt fait pour les avantager. Après, il va y avoir la question monétaire qui va être très importante, parce que par contre, la roupie indienne n'a rien à voir avec le yuan, le renminbi. Même si le yuan, en termes de monnaie de réserve, on le dit très souvent, est un nain monétaire, parce qu'il n'y a pas de réserve en yuan, c'est pas tout à fait vrai, parce que toutes les réserves qui sont libellées en dollars aujourd'hui, c'est de la dette, c'est ce qu'on appelle justement la monnaie dette. Alors ça, c'est très à la mode aujourd'hui justement de dire de la monnaie dette, et tout le monde sur internet dit, on me fait même des reproches parfois, mais pourquoi vous parlez de monnaie fiat, c'est pas de la monnaie fiat, c'est de la monnaie dette, ça vaut plus rien. Oui, mais malheureusement, c'est la monnaie qui est reconnue pour le moment par les États, pour lever l'impôt, pour fonctionner en société, même pour acheter une maison par exemple, pour passer devant un notaire, donc on est obligé de faire avec cette monnaie dette. Mais on voit que cette monnaie dette, dont nous sommes les boss, les patrons, nous les Occidentaux, est en train littéralement de s'effondrer, de se nécroser, et quel risque justement après cette nécrose réellement de partir en fumée. De se nécroser, vous dites, ça veut dire donc que ça vient de l'intérieur, ça veut dire que c'est... ça veut dire qu'il n'y a pas d'effondrement pour le moment. Il n'y a pas d'effondrement, mais il y a une nécrose de toutes parts. On la voit venir. Une vraie dédollarisation en tout cas de l'économie, un mouvement de dédollarisation. L'euro non, parce que n'est pas considéré comme une valeur, comme une monnaie je dirais au même fondement que le dollar, du coup, mais effectivement les BRICS, c'est un de leurs... Il n'y a jamais eu une monnaie commune qui a été une monnaie forte. Ça, c'est totalement illusoire d'imaginer une union monétaire avec une monnaie commune, surtout d'un groupe aussi gros de pays que l'euro. Mais dans l'histoire, je veux dire, vous ne pouvez pas me citer une monnaie commune. Mais je crois que l'euro n'a pas vocation, de toute façon, à devenir une monnaie de référence, la monnaie de référence mondiale. Si vous écoutez les Européistes, ils vous disent quand même, on est 24% des transactions, on est 20% des réserves de change, ou 19 aujourd'hui, et le dollar, ça doit être 58, ça a un peu baissé là. C'est un tout petit monde. Et donc, leur vocation serait quand même celle-là, de faire une vraie monnaie. Pour revenir sur le sujet de l'Inde, donc on comprend que globalement, ça ne va pas offrir grand-chose, que l'Inde, vous nous dites, alors surtout sous prisme obligataire, vous nous dites qu'en fait, en gros, c'est pas une super... Alors, est-ce que c'est une superpuissance, même sur le sujet obligataire, justement? Alors, superpuissance, c'est Hubert Védrine qui avait parlé de superpuissance dans Jeune Afrique en 99, que je salue d'ailleurs, Hubert Védrine, et par rapport aux États-Unis, parce qu'ils étaient justement passés de superpuissance à hyperpuissance à ce moment-là. Ils étaient réellement les maîtres du monde. Aujourd'hui, il n'y aura plus d'hyperpuissance. Ça, c'est la première chose. Il y aura des superpuissances locales, c'est une réalité. Les États-Unis le resteront probablement dans l'Occident, à
Europe, il y aura des pays, probablement, il va y avoir une polarisation là aussi de l'Europe. J'aimerais bien qu'il y ait des mouvements que je soutiendrai ou que je représenterai à ce moment-là de Français souverainistes qui diront on a envie d'être un peu le nouveau souffle en Europe et de recréer des nations fortes, mais pas dans un collectif européen, des nations individuelles qui collaborent entre elles, comme c'était le cas à l'époque gaulliste, justement. Mais chez les BRICS, ça pourrait être un peu la même chose, et en même temps, il y a une bien meilleure entente diplomatique là-bas. Ça ne veut pas dire qu'ils se ressemblent, qu'ils sont les mêmes ou qu'ils s'acceptent, c'est pas la question. Mais on voit bien que lorsque l'année passée, MBS demande, qui est le plus puissant de l'OPEP+. C'est le sultan souverain de l'Arabie Saoudite. Absolument. Le chef de... Mohamed Ben Salman, qui est le sultan de l'Arabie Saoudite et qui est le représentant le plus puissant de l'OPEP+, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, demande d'abaisser considérablement les volumes de distribution, de production. La Russie se plie à MBS, alors que Poutine avait besoin de liquidités. Il lui fallait beaucoup de cash pour faire la guerre et pour moins s'endetter, puisqu'ils avaient peu de dettes, ils avaient moins de 20%, et là ils sont montés à peu près à 20%. Pour justement faire la guerre en Ukraine, et ça ne les arrangeait pas vraiment d'abaisser les volumes d'exportation. Mais ils le font. Pourquoi ? Parce qu'ils font de la diplomatie entre eux, entre pays de l'OPEP+, et des BRICS. Ce que nous n'arrivons pas à faire, on le voit bien, y compris, je fais une analogie qui est justement à propos par rapport au pétrole. Lorsque nous avons imposé des sanctions collectives britanniques, européens, pays de l'UE, suisses et américains à la Russie, dans l'intervalle, on n'avait plus de gaz. Donc les Américains sont venus voler au secours de l'Union européenne en nous exportant du gaz 40% plus cher que l'année passée, que l'année d'avant. C'est pour ça que certains disent que c'est une guerre à la raison première énergétique plus que... Voilà, mais je veux dire par là qu'il n'y a pas de diplomatie entre nous, alors que les BRICS arrivent à faire de la diplomatie entre des gens, personnes qui ne se ressemblent pas du tout, que ce soit chinois, russes, saoudiens. Donc à partir de là, je ne serais pas surpris qu'il y ait au sein des BRICS un système obligataire qui soit régi par l'Inde, parce que c'est le système obligataire le plus profond, le plus organisé. Quelle monnaie, quelle serait la devise principale du coup ? Ça, c'est la grande question, parce que la devise principale pour le moment, c'est le yuan. Même si c'est pas une grande monnaie de réserve, on voit bien que les transactions, par exemple, entre l'Arabie Saoudite et la Chine se font de plus en plus en yuan pour éviter de prendre du dollar. Vous parliez de dédollarisation, il y a beaucoup de transactions pétrolières qui se font en yuan. Et il y a les Russes également travaillent un petit peu en yuan aujourd'hui, parce que c'est une monnaie finalement pour des raisons assez légitimes qui devient une vraie grosse monnaie. Si j'ai du yuan, c'est une monnaie qui est parfaitement indépendante, parce que vous avez le dollar des Émirats, le dinar des Émirats Arabes Unis, mais c'est une monnaie qui est adossée de loin au dollar tout de même. Donc je vois mal des pays du BRICS qui veulent se désoccidentaliser au sens où ils ne veulent plus être dépendants de l'Occident, utiliser une monnaie qui est adossée au dollar. Dédollariser les cours du pétrole en fait en réalité. Absolument. Je crois qu'il y a eu des projets, la Chine commence aussi à acheter un peu de pétrole en yuan, du coup il y a une lame de fond qui est en train de se créer. Absolument. Là, ouais. Alors ça pourrait se faire sous le biais plus des systèmes de paiement que des monnaies finalement. Ça, puisqu'au sommet de Johannesburg, les BRICS avaient dit, c'était entre le 22 et le 24 août, alors on va créer une monnaie. Et finalement, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin. Mais dans l'intervalle, nous, on a privé les Russes de SWIFT, effectivement, du système de paiement. Les Chinois en ont profité pour renforcer. Exactement. Voilà. Parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà de la monnaie, ce qui compte surtout, c'est de pouvoir faire s'acquitter les paiements. Parce que si vous avez une monnaie qui perd énormément de sa valeur dans l'intervalle et que vous ne pouvez pas faire s'acquitter les paiements, finalement, vous êtes paralysé. Et ça n'a plus vraiment de sens. Merci beaucoup, Tom Benoît, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tom Benoît, vous êtes entrepreneur, économiste, essayiste et chef directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Géostratégie Magazine trimestriel, très intéressant à lire, qu'on trouve dans tous les kiosques bien approvisionnés. Merci beaucoup. Absolument, merci à vous. Je vous en prie, merci. Je rappelle encore une fois que c'est une interview qui est enregistrée le 5 juin, qu'elle sera diffusée le 6 juin, et je le précise notamment parce que nous avons abordé le sujet des élections législatives indiennes et que très certainement les résultats seront encore plus définitifs à l'issue de cette journée. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition donc, du 6 juin 2024. À tout de suite sur Téléfinance.